La lumière filtrait à travers les vitraux centenaires de la cathédrale, projetant des éclats de saphir et de rubis sur le marbre froid de l'allée centrale. Alix sentait le poids de son voile de dentelle comme un linceul, chaque fil tissé d'un mensonge qu'elle était contrainte de vivre. L'orgue jouait une mélodie solennelle, une marche nuptiale qui sonnait à ses oreilles comme une marche funèbre. Devant l'autel, le prince Adrien l'attendait, une silhouette de puissance et de mépris contenue dans un uniforme d'apparat immaculé. Il était l'architecte de sa prison dorée, le gardien de ses chaînes invisibles. L'odeur entêtante de l'encens et des lys blancs lui donnait la nausée, un mélange écœurant de sacré et de sacrifice. Son cœur battait un rythme furieux contre ses côtes. Un oiseau en cage cherchant désespérément une issue. Mais il n'y en avait aucune. Le piège s'était refermé, et aujourd'hui, devant Dieu et les hommes, elle allait épouser l'homme qu'elle haïssait plus que tout au monde, le symbole de la famille qui avait anéanti la sienne. Ses yeux, dissimulés par la fine barrière de dentelle, restaient fixés sur lui. Le prince Adrien ne souriait pas. Son visage était une sculpture de marbre, ses traits parfaitement ciselés ne trahissant aucune émotion, si ce n'est une lueur d'acier dans son regard qui la transperçait. Il la voyait, non pas comme une future épouse, mais comme une possession, un pion essentiel sur son échiquier personnel. Pour le monde, c'était un conte de fées, la roturière française épousant le prince héritier. Pour Alix, c'était le bruit assourdissant des barreaux qui se refermaient. Chaque murmure dans l'assemblée, chaque flash des photographes, chaque note de musique était un rappel de sa défaite. Elle se remémorait le visage de son père, son sourire bienveillant, sa loyauté sans faille envers cette même famille royale qu'il avait ensuite trahi et détruit. La haine était un feu glacial qui lui donnait la force de se tenir droite, de ne pas flancher, de jouer son rôle jusqu'au bout, cachant la tempête qui faisait rage sous la surface calme de son apparence. La voix de l'archevêque résonna sous les voûtes, posant la question fatidique qui scellerait son destin. Un silence suspendu emplit la cathédrale, un instant où le temps sembla s'arrêter. Alix sentit le souffle lui manquer. Une partie d'elle voulait hurler, arracher ce voile, exposer la mascarade et fuir loin de ce faste et de cette hypocrisie. Mais elle sentit la main d'Adrien effleurer la sienne, un contact à peine perceptible, mais chargé d'un avertissement silencieux. Il lui rappelait le pacte, la menace qui pesait sur elle, la vérité qu'il avait promise en échange de son obéissance absolue. Alors elle puisa dans les dernières réserves de sa volonté, releva légèrement le menton et laissa le mot s'échapper de ses lèvres, un murmure qui résonna pourtant comme un coup de tonnerre dans le silence de son âme. Oui. Un seul mot pour renoncer à sa liberté, à sa vengeance personnelle, pour se lier à son ennemi, juré dans une alliance contre nature, une promesse de soumission qui n'était en réalité qu'un prélude à la guerre. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, si vous ressentez le poids de ce choix impossible et la tension de cette union forcée, alors abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment Alix naviguera dans cette cour pleine de secrets et de dangers. Laissez un j'aime pour nous montrer que vous êtes captivés par leur destin entrelacé, et dites-nous en commentaire ce que vous feriez à sa place. Votre soutien nous permet de continuer à tisser ces récits où l'amour et la haine s'affrontent dans une danse périlleuse, où chaque regard peut être une promesse ou une menace. Rejoignez notre communauté pour ne manquer aucun chapitre de cette saga royale, où les apparences cachent les plus sombres des complots, et où les cœurs les plus endurcis peuvent encore être surpris par la force d'une passion inattendue, née des cendres de la vengeance. La cérémonie s'acheva dans un tourbillon de félicitations feintes et de sourires diplomatiques. Conduite dans la sacristie pour signer le registre, Alix se sentit encore plus isolée. La pièce était froide, lambrissée de bois sombre, contrastant violemment avec la splendeur lumineuse de la nef. Le contrat de mariage était étalé sur une table massive, un document calligraphié dont chaque ligne semblait la lier un peu plus fermement. Adrien se tenait à côté d'elle, son ombre la recouvrant. Il lui tendit une plume d'or, son geste précis et dénué de toute chaleur. En prenant la plume, ses doigts frôlèrent stark les siens et un frisson glacial la parcourut, non pas de désir, mais de répulsion. Elle signa son nom, Alix Dubois, pour la dernière fois. Puis, sous le regard scrutateur de son nouveau mari, elle ajouta le titre qu'on lui imposait. L'encre noire semblait saigner sur le parchemin, une tache indélébile sur son identité, la marque de sa capitulation. Elle était désormais sienne, un objet portant son nom. En sortant de la cathédrale, sous une pluie de pétales de roses blanches, les acclamations de la foule sonnaient long creux. Elle était maintenant la princesse Alix, une paria déguisée en royauté, une infiltrée prisonnière de sa propre mission. Son action avait été forcée, sa décision, un sacrifice calculé. Elle avait épousé le prince pour obtenir la vérité sur la mort de son père, une vérité qu'il détenait et qu'il ne lui livrerait qu'au compte-gouttes en échange de sa loyauté. Sa situation immédiate était celle d'une captive dans un palais, scrutée par 1000 yeux,
obligée de jouer l'épouse aimante de l'homme qu'elle méprisait. Ce qu'Adrien exigeait d'elle était clair, une soumission totale, une façade impeccable et une obéissance sans faille. Mais comment en était-elle arrivée là ? Comment une simple femme de chambre avait-elle pu se retrouver au cœur d'un tel complot, lié à l'héritier du trône ? Pour comprendre l'origine de ce pacte infernal, il fallait revenir en arrière, une semaine plus tôt, au jour où elle avait été démasquée. Une semaine avant ce mariage maudit, Alix n'était qu'une ombre silencieuse dans les couloirs dorés du palais. Elle portait un uniforme de femme de chambre, une armure de servitude qui dissimulait le feu de la vengeance brûlant dans ses veines. Chaque matin, en polissant l'argenterie ou en redressant les lourds rideaux de velours, elle se remémorait son père. Elle revoyait son sourire franc, la fierté dans ses yeux lorsqu'il parlait de son travail de chauffeur pour le roi, une loyauté qui lui avait coûté la vie. Leur modeste maison, autrefois remplie de rires et de l'odeur du pain chaud, n'était plus qu'un souvenir lointain, un paradis perdu remplacé par le froid impersonnel de ce lieu opulent. Elle gardait précieusement une vieille photographie de lui, les bords usés par le temps et les larmes. Cette image était son unique trésor, le rappel constant de la promesse qu'elle s'était faite. Découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix, et faire payer les coupables. Le monde d'Alix s'était effondré le jour où 2 gardes royaux étaient tenus leur annoncer la nouvelle, leurs visages impassibles, leurs mots choisis avec une cruauté administrative. Un accident tragique, avait-il dit, une voiture défaillante, une route glissante. Mais Alix savait. Elle avait senti le mensonge dans le silence qui suivit leurs condoléances mécaniques. Quelques semaines plus tard, en vidant les affaires de son père, elle avait trouvé son journal intime. Niché entre les pages, une note énigmatique parlait d'une transaction secrète, d'une menace voilée et d'un nom, Victor, le roi. La chute fut brutale. Privés de leur logement de fonction, humiliés par des dettes fabriquées, elle et sa mère furent jetées à la rue. La honte publique, les regards fuyants des anciens amis, tout cela avait nourri sa haine, la transformant en une détermination d'acier. Elle ne cherchait pas la pitié, elle cherchait justice. S'infiltrer au palais avait exigé d'elle une métamorphose complète. Elle avait dû effacer son passé, étouffer son éducation, devenir invisible. L'uniforme de femme de chambre était à la fois sa cage et son camouflage. Chaque jour était un exercice de maîtrise de soi, un balai dangereux où le moindre faux pas pouvait la trahir. Elle apprenait les routines des gardes, les passages secrets, les heures où les bureaux étaient vides. Elle écoutait aux portes, déchiffrait les conversations à voix basse, assemblant les pièces d'un puzzle macabre. Le contraste entre la magnificence des lieux et la noirceur des secrets qu'ils abritaient la suffoquait. Les lustres de cristal semblaient pleurer des larmes de diamants sur la corruption qui souillait les tapis persans, et les portraits des ancêtres royaux la regardèrent avec des yeux accusateurs, comme s'ils connaissaient son dessein. Elle était une étrangère, une espionne dans le cœur même du pouvoir ennemi. La nuit où elle trouva la preuve fut une nuit sans lune, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Guidée par une intuition fiévreuse, elle s'était glissée dans la bibliothèque privée du roi, un sanctuaire de cuir et de bois précieux où l'air sentait la cire et les vieux secrets. Derrière un faux panneau, dissimulé dans un coffre-fort qu'elle avait mis des semaines à apprendre à ouvrir, se trouvait un registre. Ses mains tremblaient en le feuilletant. Et puis, elle le vit. Un ordre de paiement, daté de la veille de la mort de son père, signé de la main du roi Victor. La somme était exorbitante, le bénéficiaire un homme connu pour ses basses œuvres. Ce n'était plus une suspicion, c'était une certitude gravée à l'encre noire. Un sentiment de triomphe glacial la parcourut, immédiatement suivi par une vague de terreur. Elle tenait la vérité entre ses mains, une vérité si lourde qu'elle pouvait la tuer. Alors qu'elle refermait le registre, prête à s'enfuir avec cette arme dévastatrice, une ombre se détacha de l'obscurité. Le prince Adrien se tenait dans l'encadrement de la porte, immobile, silencieux. Il n'avait pas appelé les gardes, n'avait pas crié à l'intruse. Il la regardait simplement, ses yeux sombres la clouant sur place, un prédateur observant sa proie prise au piège. Le document dans ses mains devint soudain aussi lourd qu'une pierre tombale. Le temps sembla se figer. Le seul son dans la pièce était le battement effréné de son propre cœur, un tambour annonçant sa défaite imminente. Elle avait été si prudente, si méticuleuse, mais elle avait sous-estimé le seul homme qui, comme elle, semblait vivre dans les ombres de ce palais. Il s'avança lentement, chaque pas résonnant sur le parquet ciré comme un compte à rebours, refermant la distance et tout à ses issues. Elle se retrouva acculée contre la bibliothèque massive, le cuir froid du registre contre sa poitrine. La peur se mêlait à une étrange bouffée de défi. Elle avait tout perdu. Il ne lui restait que cette vérité et sa haine. Elle leva le menton, prête à affronter son sort, qu'il s'agisse de la prison ou de la mort. Son état de femme de chambre, sa pauvreté, tout cela s'effaçait devant la certitude de la culpabilité du roi.
Adrien s'arrêta à quelques centimètres d'elle, son aura de puissance et de contrôle absolu l'enveloppant. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, le parfum subtil de son eau de Cologne, un mélange de cèdre et d'arrogance. Sa vulnérabilité était totale. Il détenait son secret, sa vie. Mais au lieu de la livrer, il fixa le registre qu'elle serrait contre elle, puis plongea son regard dans le sien, et sa voix basse et dangereuse brisa le silence. Non pas avec une accusation, mais avec une proposition si choquante, si insensée, qu'elle crut avoir basculé dans la folie. « Épousez-moi ». La proposition tomba dans le silence de la bibliothèque, non comme une supplique amoureuse, mais comme le claquement sec d'une porte de prison. Alix le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu, ou que la peur lui faisait perdre la raison. Mais le regard du prince Adrien était d'une intensité redoutable, dépourvu de toute ironie. C'était un ordre, un défi lancé avec une arrogance glaciale. Elle sentit un rire amer monter dans sa gorge, une bulle d'hystérie qu'elle parvint à peine à réprimer. Épouser le fils de l'assassin de son père, l'idée était si monstrueuse, si perverse, qu'elle dépassait l'entendement. Il se tenait là, l'incarnation de tout ce qu'elle haïssait, lui offrant une cage dorée en échange de sa liberté. L'odeur des vieux livres et de la cire d'abeille lui parut soudain suffocante, comme l'air d'un tombeau. Sa première impression fut celle d'un prédateur jouant avec sa nourriture, savourant sa terreur avant le coup de grâce. Il n'y avait aucune issue, seulement les murs de livres qui se refermaient sur elle et ses yeux sombres qui la dévoraient. La surprise laissa place à une fureur pure, une flamme qui chassa la peur de ses veines. Elle redressa les épaules, le registre toujours pressé contre son cœur comme un bouclier fragile. « Jamais !» siffla-t-elle, sa voix tremblant non plus de crainte mais de rage contenue. « Pensez-vous que je suis si désespéré que j'accepterais de me lier au nom qui a détruit ma famille ? Vous êtes le fils du monstre qui a orchestré la mort de mon père. Votre sang est souillé par ces crimes. » Chaque mot était une pierre lancée contre son impassibilité de marbre. Elle s'attendait à de la colère, à une menace, à ce qu'il appelle les gardes. Au lieu de cela, elle vit une lueur étrange dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à une sombre satisfaction, presque de l'admiration. Il ne semblait pas offensé par son insulte, mais plutôt intrigué par son audace. Pour lui, elle n'était plus une simple femme de chambre prise en faute, mais une adversaire digne de ce nom, une lionne blessée, prête à se battre jusqu'au bout, même acculée. Ce défi inattendu semblait l'intéresser bien plus qu'une soumission craintive. Adrien fit un pas de plus, envahissant son espace personnel, la forçant à lever la tête pour le regarder. Sa voix resta basse, mais elle vibrait d'une autorité qui ne tolérait aucune interruption. Votre haine est votre plus grande force, et votre plus grande faiblesse. Elle vous aveugle. Pensez à votre situation, Alix. Sans moi, vous finirez dans un cachot, et ce document disparaîtra comme s'il n'avait jamais existé. Votre père sera oublié, son nom à jamais sali par les mensonges que mon père a tissés. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Je ne vous offre pas l'amour, je vous offre une arme, un nom, une position, un accès direct au roi. Épousez-moi, et je vous donnerai ce que vous cherchez plus que tout, l'opportunité de le détruire de l'intérieur. Considérez ceci non pas comme un mariage, mais comme un contrat de guerre, une alliance. Votre vengeance contre ma protection. La menace était claire, mais la proposition était diaboliquement tentante. Un pacte faustien présenté sous les dorures d'une chapelle. Alix le scruta, cherchant la faille dans son armure de certitude. Pour la première fois, elle regarda au-delà du prince, au-delà du fils de son ennemi. Elle vit la solitude glaciale dans son regard, une lassitude profonde qui contredisait sa posture rigide. Il y avait une ombre dans ses yeux, le reflet d'une souffrance qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle reconnaissait instinctivement. Était-il, lui aussi, un prisonnier de ce palais, un pion dans les jeux cruels de son père ? La pensée était déstabilisante. Elle avait construit sa vengeance sur une vision manichéenne du monde. Elle était la victime, ils étaient les bourreaux. Mais cet homme compliquait tout. Il n'était ni bon, ni entièrement mauvais. Il était une énigme, un danger, et peut-être, aussi improbable que cela puisse paraître, une clé. Une étrange connexion se tissa entre eux dans le silence, un lien invisible forgé non pas dans l'affection, mais dans une haine partagée pour le même homme, le roi. La température de la pièce sembla changer, la peur se muant en une curiosité périlleuse. « Vous voulez renverser votre propre père ?» murmura-t-elle, la question s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse la retenir. Un sourire fugace, dénué de toute joie, effleura les lèvres d'Adrien. « Le trône est une maladie qui ronge l'âme. Mon père en est la preuve vivante. Je ne veux pas le renverser, je veux l'exposer. Je veux que le monde voie le tyran qui se cache derrière le souverain. Mais pour cela, j'ai besoin de quelqu'un d'insoupçonnable, quelqu'un qui a autant de raisons que moi de le voir tomber. J'ai besoin de vous. » Il tendit la main, non pas pour la toucher,
mais pour lui montrer le chemin. Le choix vous appartient, Alix. La prison et l'oubli, ou le palais et la vengeance. Mais vous devez décider maintenant. Les gardes feront leur ronde dans moins de 5 minutes. L'ultimatum était posé. Il ne lui laissait aucune échappatoire. Il avait transformé sa quête solitaire en une conspiration à deux, la forçant à lui faire confiance, alors que tout son être lui hurlait de fuir cet homme aussi séduisant que mortel. Son esprit tournait à une vitesse vertigineuse. Le visage de son père lui apparut, son sourire confiant, la promesse qu'elle s'était faite sur sa tombe. Trahir sa mémoire en s'alliant au fils de son assassin, ou la trahir en laissant son sacrifice sombrer dans l'oubli? La réponse était aussi amère que l'absinthe. Elle choisit le poison qui lui offrait une chance de guérison. Elle leva les yeux vers Adrien, son regard aussi dur et déterminé que le sien. « D'accord, dit-elle, sa voix ferme et claire. Ce n'était pas une acceptation, c'était une déclaration de guerre. Elle acceptait ses conditions, mais elle jouerait selon ses propres règles. Adrien hocha lentement la tête, comme s'il n'en avait jamais douté. Il prit délicatement le registre de ses mains, le contact de leurs doigts, envoyant une décharge électrique inattendue à travers elles. « Bien, notre première étape sera d'annoncer nos fiançailles demain matin. Préparez-vous, mademoiselle Dubois. Vous allez devenir une princesse. » Il la conduisit hors de la bibliothèque, non plus comme une captive, mais comme une complice, la faisant passer de l'ombre de la servitude à la lumière aveuglante et dangereuse du pouvoir. Adrien la conduisit hors de la bibliothèque, non pas par les passages de service qu'elle connaissait par cœur, mais par le grand hall, sous la lumière crue des lustres en cristal qui semblaient la juger. Chaque pas sur le marbre glacial était une affirmation de son nouveau statut, une marche forcée vers une vie qu'elle n'avait jamais désirée. Il la mena jusqu'à une aile du palais qu'elle n'avait jamais vue, réservée à la famille royale. La porte en chêne massif de ces nouveaux appartements s'ouvrit sur un monde de soie et de dorure, une cage si somptueuse qu'elle en était obscène. Il la laissa au milieu du salon, son regard balayant la pièce avec une indifférence calculée. « Reposez-vous. Demain, votre éducation commence. Vous n'êtes plus une ombre, vous êtes un reflet. Mon reflet. Chaque geste, chaque parole devra être parfait. » La porte se referma, le son mat la laissant seule, avec le silence assourdissant de sa nouvelle prison, l'odeur des fleurs fraîches et du mensonge. Le lendemain matin, le contraste fut brutal. L'uniforme rêche de servante avait été remplacé par une robe de soie qui glissait sur sa peau comme une caresse glacée. 2 femmes de chambre, à peine plus âgées qu'elle, s'affairaient autour d'elle, leur regard un mélange de curiosité et de crainte. Alix se sentit étrangère dans son propre corps. Lors de la présentation des bijoux pour la journée, elle refusa le collier de diamants qu'on lui tendait, choisissant de rester nue de tout ornement. C'était un geste silencieux de rébellion, une façon de dire qu'elle n'était pas à vendre. Adrien, qui venait d'entrer sans frapper, remarqua son cou nu. Il s'approcha, prit lui-même le collier et le lui passa, ses doigts effleurant délibérément la peau sensible de sa nuque. Un frisson la parcourut, un mélange de répulsion et d'une étrange chaleur. « Vous devez comprendre, Alix. Votre apparence n'est plus la vôtre. C'est une déclaration de mon pouvoir. Et aujourd'hui, mon pouvoir doit briller. » Sa voix, dénuée de chaleur, était une lame d'acier. Les jours suivants furent un supplice raffiné, une série de leçons sur l'étiquette, l'histoire de la monarchie et l'art de la conversation vide de sens. Elle apprenait à danser la valse avec lui, leurs corps se frôlant dans une parodie d'intimité, chaque contact une brûlure, chaque regard un duel. Il était un professeur exigeant, impitoyable, ne tolérant aucune erreur. C'est lors d'un thé officiel qu'elle rencontra pour la première fois la duchesse Isabelle, la cousine d'Adrien, une femme dont la beauté n'avait d'égal que la cruauté de son regard. La duchesse la dévisagea de la tête aux pieds, un sourire en coin sur ses lèvres peintes. On se demande où le prince a bien pu dénicher un tel. Diamant brut. J'espère pour vous, ma chère, que vous supportez bien la pression. Elle a tendance à faire éclater les pierres les moins solides. Alix sentit le sang lui monter aux joues, mais elle soutint son regard, se souvenant des instructions d'Adrien, ne jamais montrer sa faiblesse. Adrien ne dit rien, observant la scène avec une intensité prédatrice, l'attestant. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Alix se réfugia sur le balcon de sa chambre, serrant contre sa poitrine la vieille photographie de son père. La lune jetait une lumière spectrale sur les jardins impeccables, un paysage trop parfait pour être honnête. Une ombre se détacha de l'obscurité, et elle sursauta en voyant Adrien debout, à quelques mètres, la regardant. Il n'avait pas son masque de prince autoritaire. Dans la pénombre, son visage semblait marqué par une profonde lassitude. Son regard se posa sur la photo qu'elle tenait. « Il serait fier de votre courage », dit-il doucement, sa voix inhabituellement dépourvue de son tranchant habituel. C'était la première fois qu'il ne parlait pas en termes de contrat ou de stratégie. La vengeance est un feu qui consume tout.
y compris celui qui l'allume. Assurez-vous qu'il en vaille la peine. Pour la première fois, elle vit une fissure dans son armure, une vulnérabilité qui faisait écho à la sienne, créant un lien ténu et dangereux entre eux. Le conflit de pouvoir entre eux s'intensifia, devenant un jeu quotidien de domination et de résistance. Elle apprenait à utiliser le silence comme une arme, à lui tenir tête avec un simple regard, à obéir à ses ordres, tout en préservant une forteresse intérieure qu'il ne pourrait jamais atteindre. Il était à la fois fasciné et exaspéré par sa force d'âme. Il la poussait dans ses retranchements, testant ses limites. Mais il y avait des moments, comme sur ce balcon, où il semblait la voir, elle, Alix, et non l'instrument de sa vengeance. Puis, l'annonce tomba, apportée par un chambellan au visage grave. Le grand bal de fiançailles aurait lieu dans 2 semaines. Ce serait sa présentation officielle à la haute société, à la presse internationale, et surtout au roi Victor. Adrien la convoqua dans son bureau. La carte de l'échiquier était devant lui. Ce bal n'est pas une fête, c'est un champ de bataille. Chaque regard sera un jugement, chaque parole une arme. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, le roi vous observera, il cherchera la faille. Les 2 semaines qui suivirent furent un tourbillon d'essayages, de répétitions et de briefings stratégiques. Leur relation s'était installée dans une dynamique complexe, une danse périlleuse faite de défis silencieux et de trêves fragiles, où la haine originelle était désormais troublée par une conscience aiguë de la solitude de l'autre. Ils étaient 2 âmes liées par un pacte de destruction, dépendantes l'une de l'autre pour survivre dans cette cour de vipères. La duchesse Isabelle était devenue son ombre hostile, ne manquant jamais une occasion de lui rappeler ses origines modestes, avec des piques venimeuses, préparant le terrain pour une humiliation publique. Alix savait que le grand bal de fiançailles, avec ses lustres étincelants et ses sourires hypocrites, ne serait pas seulement sa consécration en tant que future princesse, mais le théâtre de sa première grande épreuve, une mise à mort sociale orchestrée pour la briser devant le monde entier. Et au centre de cette arène, il y aurait le roi, son véritable ennemi, qui la jugerait. Le soir du bal arriva, drapé dans une splendeur menaçante. Alix descendit le grand escalier au bras d'Adrien, une vision en satin bleu nuit qui contrastait violemment avec la pâleur de son visage. Chaque marche la rapprochait de la reine. La salle de bal était un océan de diamants et de sourires perfides, un tourbillon de couleurs et de murmures où elle se sentait déjà se noyer. Les lustres jetaient une lumière impitoyable, ne laissant aucune place à l'ombre, aucune cachette pour ses peurs. Adrien se pencha vers elle, son souffle chaud contre son oreille. Un avertissement plus qu'un réconfort. Souvenez-vous de votre rôle. Ne leur montrez rien, surtout pas à lui. Son regard désigna subtilement le roi Victor, assis sur une estrade, qui les observait avec une attention prédatrice, ses yeux froids comme des éclats de glace. La musique commença, une valse majestueuse qui sonnait comme le prélude d'une exécution. Elle était la condamnée et son partenaire était son geôlier. La première danse fut une torture exquise, une performance millimétrée pour la cour assemblée. Adrien la tenait fermement, la guidant à travers les volutes de la valse avec une aisance déconcertante. Leurs corps se frôlaient, obéissant à la musique, mais leurs esprits étaient engagés dans une bataille silencieuse. Pour le monde, ils étaient l'image même de l'amour et du pouvoir, un couple princier destiné à régner. Mais sous la surface, Alix sentait la tension dans les muscles de son partenaire, la froideur de sa main gantée dans la sienne. C'était une danse de fantômes, une mascarade où chaque pas était un mensonge. Elle aperçut la duchesse Isabelle qui les observait depuis l'autre bout de la salle, un sourire carnassier étirant ses lèvres rouges. Elle se déplaçait avec la grâce d'un serpent, se rapprochant inexorablement, prête à injecter son venin. Le cœur d'Alix se serra. L'attaque était imminente, elle le sentait dans l'air, dans la façon dont les regards se tournèrent vers elle. Au terme de la valse, alors que les applaudissements polis résonnaient, la duchesse Isabelle se matérialisa devant eux. Sa robe émeraude scintillait, rivalisant avec l'éclat malveillant de ses yeux. « Prince Adrien, votre fiancée est absolument ravissante, une véritable Cendrillon. » Sa voix était douce comme le miel, mais chaque syllabe était empoisonnée. Elle se tourna vers Alix, son regard la parcourant avec une insolence calculée. « Dites-moi, ma chère, cela ne doit pas être facile de s'habituer à tant de faste, quand on vient d'un milieu si humble. J'ai entendu dire que votre famille avait connu des temps difficiles après la perte tragique de votre père. Des dettes, n'est-ce pas? C'est si courageux de votre part d'avoir tout fait pour vous en sortir. Vraiment tout. » Les mots flottèrent dans l'air, suspendus, et un silence glacial commença à s'étendre autour d'eux. La duchesse avait jeté l'appât, transformant la compassion feinte en une accusation à peine voilée. L'humiliation atteignit son paroxysme lorsqu'Isabelle ouvrit son réticule en perles.
D'un geste théâtral, elle en sortit une petite broche en étain, ternie et sans valeur, représentant un oiseau. « Je crois que ceci vous appartient, » dit-elle, la tendant à Alix. « Je l'ai racheté à un prêteur sur gage du quartier où vous viviez. Il m'a dit qu'une jeune femme désespérée l'avait vendu pour quelques pièces. C'était le dernier souvenir de sa mère, je crois. » Un murmure parcourut la foule. C'était la broche de sa mère, celle qu'Alix avait dû vendre pour acheter des médicaments. La voir ainsi, brandie comme un trophée de sa misère passée, fut un coup de poignard en plein cœur. Le monde semblait s'effondrer autour d'elle, les visages des courtisans se transformant en masques grimaçants de mépris et de pitié. Le piège s'était refermé. Elle était exposée, dépouillée de sa dignité, réduite à son passé de pauvresse devant ceux qui la jugeaient. Le sang quitta le visage d'Alix. Tout son corps devint froid, pétrifié. Elle regarda la broche, puis leva les yeux vers Adrien, un appel muet et désespéré dans son regard. C'était le moment où il devait la défendre, où leur alliance devait prendre tout son sens. Elle le supplia du regard de démentir, de la protéger, de faire cesser ce supplice. Mais Adrien resta immobile, son visage une sculpture de marbre impénétrable, sa mâchoire contractée. Il ne dit rien. Ce silence fut plus assourdissant que les rires étouffés, plus cruel que les paroles venimeuses d'Isabelle. C'était une trahison, une confirmation qu'elle n'était qu'un pion dans son jeu, un pion qu'il était prêt à sacrifier. Une force insoupçonnée naquit de cette douleur. Elle redressa les épaules, ignora la main tendue de la duchesse, et sans un mot, tourna les talons. Elle quitta la salle de bal, la tête haute, traversant la foule qui s'écartait sur son passage comme les eaux de la mer Rouge, laissant derrière elle le triomphe de ses ennemis et le silence de son allié. Elle marcha d'un pas rapide, puis se mit à courir, fuyant la lumière crue et les regards assassins. Les couloirs dorés du palais devinrent un labyrinthe flou à travers le voile de ses larmes. Elle ne voyait plus rien, n'entendait plus rien, sinon le son de son propre cœur brisé battant à ses tempes. Poussant une lourde porte-fenêtre, elle se précipita dehors, dans l'air glacial de la nuit. Les jardins à la française, d'ordinaire un havre de paix, lui apparurent comme une prison de haies taillées et de statues silencieuses. Elle courut sans but, cherchant à échapper à la douleur, à l'humiliation, à la solitude infinie qui venait de s'abattre sur elle. Elle s'effondra finalement au pied d'une fontaine isolée, cachée par les ifs sombres, et laissa les sanglots la submerger. Dans la salle de bal, Adrien sortit de sa torpeur. La vision du dos droit d'Alix s'éloignant, si digne dans sa détresse, fit exploser quelque chose en lui. Une fureur froide envers son père, envers Isabelle, mais surtout envers lui-même. Ignorant les protocoles, il se lança à sa poursuite, le regret et une urgence nouvelle le dévorant. Il la chercha d'abord dans les dédales des jardins, son nom un murmure rauque dans le silence glacial de la nuit. Adrien courait, l'uniforme d'apparat soudain trop lourd, trop rigide, une armure inutile contre le regret qui le poignardait. Les statues de marbre blanc semblaient le regarder passer, leur visage impassible des juges silencieux de son échec. Il atteignit la fontaine isolée, son cœur battant un rythme de panique. Mais elle n'était pas là. L'air était vide, ne retenant que l'écho lointain de la musique du bal et une trace infime de son parfum, un fantôme de jasmin qui se moquait de lui. Il s'arrêta, les mains sur les genoux, le souffle court. Ce n'était pas la cruauté d'Isabelle qui l'avait brisé, mais son propre silence. Il avait laissé le loup dévorer l'agneau qu'il avait promis de protéger. Dans ce jardin parfaitement ordonné, tout son univers de contrôle et de stratégie venait de sombrer dans le chaos, anéanti par un seul instant d'inaction calculée qui s'était révélé être la plus grande erreur de sa vie. Pendant qu'il la cherchait dans les limites dorées de sa prison, Alix avait déjà franchi les murs du palais. Poussée par une énergie née du désespoir le plus pur, elle avait retrouvé les instincts de l'ombre qu'elle avait été. Une petite porte de service, dissimulée derrière un rideau de lierre, s'ouvrit sur la liberté et l'anonymat des rues endormies. Sa robe de satin bleu nuit se déchira sur une grille, une blessure symbolique à sa fausse identité de princesse. Les talons fins de ses souliers claquaient sur les pavés humides, un son fragile dans l'immensité de la ville. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit les quais de la Seine, l'eau sombre et tourmentée un miroir de son âme. Là, dans la solitude des péniches endormies, elle arracha le collier de diamants de son cou, le métal froid comme une chaîne. L'objet scintilla sous la lune, une constellation de mensonges. Sans une hésitation, elle le jeta dans le fleuve, regardant son éclat être englouti par les ténèbres. Un sacrifice pour retrouver une part d'elle-même. Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse pour Adrien. Le palais était devenu un mausolée, chaque pièce imprégnée de son absence. Il annulait ses rendez-vous, arpentant son bureau comme un fauve en cage, la fureur qu'il ressentait n'étant que le reflet de sa propre culpabilité. Il avait lancé une enquête,
Mais elle devait rester secrète, confiée à une poignée d'hommes de confiance pour ne pas éveiller les soupçons de son père ou de la cour. La version officielle était une maladie soudaine, une fatigue nerveuse, un mensonge si mince qu'il menaçait de se rompre à tout instant. La nuit, il étalait des cartes de Paris sur la grande table en acajou, essayant de deviner où une femme sans argent, sans alliés, mais avec une volonté de faire, aurait pu se réfugier. Il se remémorait leurs conversations, chaque mot, chaque inflexion, cherchant un indice, une clé pour comprendre la femme qu'il avait cru manipuler et qui, en disparaissant, venait de prendre le contrôle total de son esprit. Une semaine s'était écoulée. Alix avait trouvé refuge dans l'anonymat des quartiers populaires, là où personne ne levait les yeux pour regarder le visage d'une autre. Elle avait vendu les quelques boucles d'oreilles qu'elle portait encore, obtenant assez pour louer une chambre minuscule sous les toits, avec une fenêtre qui donnait sur une cour grise et humide. Elle avait troqué les restes de sa robe de bal contre des vêtements simples et usés, et avait trouvé du travail dans la cuisine d'un petit restaurant, plongeant ses mains dans l'eau chaude et la graisse, jusqu'à ce qu'elles soient rouges et douloureuses. L'épuisement physique était une bénédiction, un anesthésiant pour son cœur meurtri. Elle était redevenue une ombre, mais cette fois, c'était un choix. Elle voyait parfois son visage dans les journaux abandonnés sur les tables, les titres s'interrogeant sur la santé de la princesse fiancée. Elle détournait le regard, chaque mention de ce titre étant une nouvelle lame dans une plaie qui refusait de se refermer. 2 semaines après le bal, Adrien sentit le piège de la cour se resserrer. Son père le convoqua, ses questions devenant plus précises, son regard plus soupçonneux. Mais l'obsession d'Adrien pour Alix avait éclipsé leur complot. Retrouver Alix n'était plus une nécessité stratégique. C'était devenu une quête personnelle, presque une expiation. Il abandonna les cartes et les rapports de ses gardes pour descendre lui-même dans les rues de son enfance. Il visita son ancien quartier, un dédale de ruelles pauvres qu'il n'avait jamais vu que de la fenêtre blindée de sa limousine. Il parla aux commerçants, aux vieillards assis sur les bancs, décrivant une jeune femme courageuse plutôt qu'une princesse en fuite. C'est là, en écoutant les histoires sur la fille du chauffeur du bois, qu'il comprit la véritable cruauté de l'humiliation d'Isabelle. Il ne s'agissait pas d'une simple broche, mais du symbole d'un sacrifice filial. Cette révélation le frappa plus durement que n'importe quelle défaite politique, car elle mettait en lumière la profondeur de sa propre trahison. 3 semaines s'étaient maintenant écoulées depuis cette nuit désastreuse. Alix s'était installée dans une routine précaire mais apaisante, dans une petite chambre au-dessus d'une boulangerie du quartier de Montmartre. L'odeur du pain chaud, qui montait chaque matin, était un baume sur ses souvenirs, un rappel d'une vie simple qu'elle croyait perdue à jamais. Pendant ce temps, Adrien, au bord du désespoir, reçut enfin une piste. Un de ses gardes les plus âgés, qui avait connu et respecté le père d'Alix, avait retrouvé le prêteur sur gage mentionné par la duchesse. L'homme se souvenait de la broche et, plus important encore, il se souvenait de la jeune fille pieuse qu'il avait vendue. Il indiqua au garde une petite église de quartier, l'église Sainte-Rita, où elle allait, disait-il, allumer un cierge pour l'âme de son père chaque dimanche. C'était la première piste tangible, le premier fil qu'Adrien pouvait tirer. Il savait maintenant où commencer à chercher, non pas comme un prince ordonnant une investigation, mais comme un homme seul, en quête de pardon. Si le courage d'Alix et le regret grandissant d'Adrien vous tiennent en haleine, partagez dans les commentaires quelle partie de leur histoire vous a le plus ému jusqu'à présent. Votre avis est précieux. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo suivante de notre série pour découvrir s'ils parviendront à se retrouver et à affronter ensemble la noirceur du roi. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour la suite de ce drame royal. Le dimanche matin suivant, un air glacial enveloppait Paris, mais Adrien ne le sentait pas. Il avait abandonné son uniforme, sa voiture officielle et ses gardes du corps, ne conservant qu'un long manteau sombre et une détermination fiévreuse qui lui tenait chaud. Il marchait dans les rues de Montmartre, un étranger dans son propre royaume, un prédateur dépouillé de sa puissance, cherchant la seule trace de lumière dans son monde devenu obscur. Chaque visage croisé était un rappel de son ignorance. Chaque ruelle pavée un témoignage de la vie qu'il avait failli détruire. L'odeur du pain frais et du café se mêlait à celle, plus âcre, de la ville qui s'éveille, un parfum de vérité brute si différent des fragrances aseptisées du palais. Il n'était plus un prince en quête d'un pion, mais un homme cherchant la rédemption, guidé par le nom d'une petite église, et l'espoir fragile de trouver le pardon dans le regard de celle qu'il avait trahie. Il trouva l'église Sainte-Rita, nichée entre une boulangerie et une librairie ancienne, sa façade de pierre modeste et usée par le temps. L'intérieur était sombre, silencieux, baigné d'une lumière douce filtrant à travers de simples vitraux. Une poignée de fidèles étaient assis sur les bancs de bois poli, leurs têtes inclinées dans une prière silencieuse. L'air sentait la cire d'abeilles fondue et l'encens froid, une odeur de dévotion et de persistance qui le fit se sentir profondément indigne.
Il resta près de l'entrée, dissimulé dans la pénombre du narthex, son cœur battant à un rythme lourd et anxieux contre ses côtes. Il balaya l'assemblée du regard, cherchant son visage, craignant à la fois de le trouver et de ne jamais le revoir. Chaque seconde d'attente était une torture, un rappel de ces 3 semaines de vide et de remords qu'il avait rongé jusqu'à l'os, le laissant à nu face à son propre échec. Et puis, il la vit. Elle était agenouillée devant un petit autel latéral, vêtue d'une simple robe de laine grise, ses cheveux attachés sans artifice. Elle n'était plus la princesse étincelante, ni la servante révoltée. Elle était simplement Alix, une femme en deuil, allumant un cierge dont la flamme vacillante se reflétait dans la larme solitaire qui roulait lentement sur sa joue. La lumière dorée caressait son profil, soulignant la courbe de sa mâchoire, la dignité de sa posture, la profondeur de sa peine. Dans ce geste simple et sacré, Adrien vit toute la force qu'il avait tenté de briser, tout l'amour filial qu'Isabelle avait tenté de souiller. Une vague de honte et d'une admiration douloureuse le submergea. Il avait cru la posséder, la contrôler, mais il n'avait jamais vraiment vu la femme magnifique et résiliente qui se tenait devant lui. En cet instant, il comprit que la retrouver n'était pas la fin de sa quête, mais seulement le début. Il s'avança lentement, le bruit de ses pas sur les dalles de pierre résonnant dans le silence sacré comme une profanation. Elle dut sentir sa présence, car elle se figea, le dos raide, avant de se retourner. Leurs regards se croisèrent au-dessus de la mer de bougies vacillantes. La surprise sur son visage fut immédiatement balayée par une vague de glace. Ses yeux, autrefois pleins de feu et de défi, étaient maintenant froids et vides, 2 abîmes de mépris qui le transpercèrent. Elle se releva d'un mouvement fluide, créant une distance entre eux, son corps entier une barrière infranchissable. Elle ne dit rien. Son silence était plus violent qu'un cri, une condamnation sans appel qui le laissait pantelant, exposé. Il était l'intrus, le monstre qui venait souiller son unique sanctuaire, le fantôme de son humiliation la plus profonde. Dans ce silence glacial, il sentit le poids de chaque mensonge, de chaque manipulation, de chaque mot qu'il n'avait pas dit. Incapable de supporter plus longtemps son regard accusateur, il plongea la main dans la poche de son manteau. Il n'en sortit ni un bijou, ni de l'argent, mais la petite broche en étain ternie, l'oiseau qui avait été l'arme de son humiliation. Il la tenait dans la paume de sa main, non comme une offrande, mais comme une preuve de sa culpabilité. Sa voix, quand il parla enfin, était basse, rauque, brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Je n'aurais jamais dû laisser faire ça », murmura-t-il, les mots lui coûtant plus que n'importe quel ordre royal. « Ce n'était pas un symbole de votre pauvreté, c'était le symbole de votre amour. J'ai été aveugle. Je ne suis pas venu pour vous demander de revenir, Alix. Je suis venu vous dire que vous aviez raison. J'étais un lâche, et pour ça, pour ce silence, je vous demande pardon. » Il ne la regardait plus comme un prince, mais comme un homme brisé s'adressant à la seule personne capable de le juger. Alix resta immobile, son visage une énigme. La froideur de son regard vacilla, remplacée par une confusion profonde. Le pardon était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre de ses lèvres. Il n'avait pas essayé de se justifier, il n'avait pas invoqué leur pacte. Il avait simplement admis sa faute, avec une vulnérabilité qui désarmait toute sa colère. Il fit un pas de plus, tendant la main qui tenait la broche. « Je veux tout vous expliquer. La vérité sur mon père, sur mon silence, sur la raison pour laquelle je vous ai choisi. Pas parce que notre contrat l'exige, mais parce que vous méritez de savoir. Donnez-moi 10 minutes, loin d'ici. Si, après cela, vous voulez que je disparaisse, je vous le jure, sur ce qu'il me reste d'honneur, vous ne me reverrez plus jamais. » La proposition flottait entre eux, suspendue dans l'air chargé d'encens et de promesses brisées. Le pouvoir était désormais entre ses mains. La haine l'avait fait fuir, la vérité la ferait-elle rester ? Le silence dans la petite église s'épaissit, vibrant de la question en suspens. Alix regarda la broche dans sa main tendue, puis plongea son regard dans le sien, cherchant le piège, la manipulation qu'elle avait appris à anticiper. Mais elle ne vit qu'un homme dépouillé de son armure, un prince à genoux, sans même avoir plié le genou. La colère qu'il avait nourrie pendant des semaines se sentit soudain vaine, un feu qui s'éteignait faute de combustible. La haine était simple, mais la vérité qu'il offrait était complexe, dangereuse et irrésistible. Elle avait fui pour retrouver sa liberté, mais elle comprit que sa véritable libération ne viendrait qu'avec la justice. D'un lent hochement de tête, elle accepta. Pas un pardon, mais une trêve. Ils sortirent ensemble de l'église, marchant côte à côte sans se toucher. 2 ombres quittant un sanctuaire pour affronter le monde gris et froid de Paris, unis par un fil invisible de remords et d'espoir fragile, chaque pas les éloignant du passé et les rapprochant d'un avenir incertain. Ils s'installèrent dans un petit café désert au coin d'une rue pavée, l'odeur du café chaud contrastant avec la tension glaciale qui les enveloppait. Adrien ne toucha pas sa tasse. Il commença à parler, sa voix basse et égale,
mais chaque mot semblait arraché de ses entrailles. Il lui expliqua la logique tordue de son silence au bal. Il avait cru qu'en la laissant être humiliée, en la faisant paraître faible et insignifiante, il détournerait l'attention de son père, qui la voyait déjà comme une menace. Il voulait que le roi la sous-estime, la considère comme une simple roturière avide, afin de la protéger des soupçons. Il admit l'arrogance monstrueuse de son calcul, la cruauté de son sacrifice. « J'ai vu la stratégie, mais j'ai oublié la femme », dit-il, son regard perdu dans le vague. « Quand je vous ai vu partir, si digne dans votre douleur, j'ai compris que j'avais sacrifié la seule chose qui comptait dans cette guerre. Votre confiance. J'ai gagné une bataille tactique et j'ai perdu mon âme. » Sa confession alla plus loin, brisant le sceau de solitude qui l'avait toujours entouré. Il lui parla de son enfance, une cage dorée où l'affection était une monnaie d'échange et l'amour un signe de faiblesse. Il décrivit le roi Victor non comme un père mais comme un maître d'échecs cruel, déplaçant sa famille comme des pions. Il lui révéla que la haine qu'elle éprouvait pour le roi n'était qu'un écho de la sienne, une rancœur nourrie pendant des décennies de tyrannie silencieuse. « Votre père n'a pas été sa seule victime, » murmura-t-il, une douleur brute dans sa voix. « Il a détruit tout ce qu'il a touché, y compris moi. Quand vous êtes arrivé, avec votre feu et votre fureur, c'était comme si une fenêtre s'ouvrait dans ma prison. Je n'ai pas seulement vu un instrument pour ma vengeance, j'ai vu quelqu'un qui comprenait ce que c'est que de tout perdre à cause de lui. J'ai été obsédé par votre force, parce qu'elle me rappelait la mienne, celle que j'avais oubliée. » Alix écoutait, chaque mot démantelant la forteresse de sa haine brique par brique. L'image du prince arrogant et manipulateur se dissolvait pour laisser place à celle d'un homme aussi brisé qu'elle, piégé dans un destin qu'il n'avait pas choisi. Elle regarda ses mains, posées à plat sur la table, si stables en apparence, et imagina les chaînes invisibles qu'elle portait. Une empathie inattendue et douloureuse naquit en elle, une reconnaissance de leur souffrance commune. Leur chemin, si différent, les avait menés au même abîme de solitude. Elle posa ses doigts sur la petite broche en étain qui reposait entre eux, ce symbole de son humiliation devenu le catalyseur de sa vérité. Elle releva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle ne vit plus un ennemi, mais un allié. « Vous étiez seul, vous aussi, » dit-elle doucement. Ce n'était pas une absolution, mais c'était un pont jeté au-dessus du gouffre qui les séparait. Ce pont, il le franchit sans hésiter. Sa main se posa sur la sienne, recouvrant ses doigts et la broche dans un geste qui n'était ni possessif ni dominant, mais profondément révérencieux. Une chaleur se propagea de leur contact, chassant le froid qui habitait Alix depuis si longtemps. Leurs regards restèrent liés, une conversation silencieuse où des années de douleur étaient reconnues et partagées. « Revenez, Alix, » dit-il, sa voix empreinte d'une urgence nouvelle, non plus un ordre, mais une supplique. « Pas comme ma fiancée par contrat, mais comme ma partenaire. Mon égal, aidez-moi à obtenir justice pour votre père et à libérer ce royaume de sa tyrannie. Faisons-le ensemble. » Il n'y avait plus de mensonges, plus de stratégie, seulement deux âmes blessées cherchant la rédemption dans un combat commun. Elle sentit ses doigts se resserrer autour des siens, un pacte scellé non plus par l'encre, mais par une promesse mutuelle. Elle hocha la tête, un seul mot s'échappant de ses lèvres, un mot qui redéfinissait tout, ensemble. Leur décision prise, l'atmosphère dans le café se transforma, l'attention laissant place à une détermination partagée. Ils étaient désormais un front uni. Adrien lui expliqua le plan. Il devait récupérer la preuve finale, une confession écrite du roi, détenu par l'ancien chef de la garde, un homme loyal à la mémoire de son père. Leur retour au palais ne serait pas une reddition, mais le début de l'offensive finale. Ils utiliseraient pour la façade de leur mariage pour se rapprocher du roi, pour gagner sa confiance, avant de le frapper au cœur. L'occasion parfaite serait le bal de la fête nationale, dans un mois exactement. Ce soir-là, devant le monde entier, la vérité éclaterait. En quittant le café, Adrien lui rendit la broche. Elle la prit et l'épingla à son manteau, non plus comme une marque de honte, mais comme un blason, le symbole de leur alliance. Le soleil perçait enfin les nuages, illuminant leur chemin, une promesse de l'aube après une longue, très longue nuit. Un an s'était écoulé depuis la chute du roi, une année qui avait lavé le sang et les larmes des pavés de Paris pour laisser place à une aube nouvelle. Le soleil de juin inondait les jardins de la nouvelle fondation du bois, un espace de verdure et de lumière offert à la ville, là où se dressait autrefois une annexe oubliée du palais. Alix se tenait aux côtés d'Adrien, non plus comme une princesse sous contrat, mais comme sa femme, son égale, la coprésidente de cette œuvre de réparation. Elle ne portait pas de diadème, mais une simple robe d'été, et sur son cœur, la petite broche en étain, désormais un symbole non de misère mais de résilience. La foule qui les applaudissait n'était pas composée de courtisans au sourire perfide, mais de familles, d'enfants, de gens ordinaires dont les vies seraient échangées par cette fondation.
Adrien lui prit la main, leurs doigts s'entrelaçant avec une familiarité tendre, et dans son regard, elle ne vit plus l'ombre du prince tourmenté, mais la lumière d'un homme qui avait enfin trouvé la paix, et sa reine. Le souvenir du bal de la fête nationale restait gravé dans la mémoire de la nation comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Au milieu du discours pompeux du roi Victor, Adrien était monté sur l'estrade, non pour l'approuver, mais pour le condamner. D'un geste, il avait projeté sur les murs de la salle du trône la confession manuscrite de son père, obtenue grâce au courage de l'ancien chef de la garde. Un silence de mort était tombé sur l'assemblée. Chaque mot du document, un clou planté dans le cercueil de son règne. Alix l'avait rejoint, se tenant droite et fière à ses côtés, son regard défiant le roi déchu. Elle se souvenait du visage blême de la duchesse Isabelle, de la panique dans les yeux des courtisans, et de la fureur impuissante de Victor, un tyran nu sous la lumière crue de la vérité. Ce soir-là, ils n'avaient pas seulement obtenu vengeance, ils avaient libéré un royaume, brisant les chaînes du mensonge pour offrir à leur peuple la promesse d'un avenir juste, un avenir qu'ils construiraient ensemble. Leur vie, désormais, était tissée de moments simples et précieux, loin du faste oppressant du palais. Ils habitaient un hôtel particulier sur la place des Vosges, où la lumière du matin filtrait à travers de hautes fenêtres, non plus pour exposer des complots, mais pour illuminer des petits déjeuners partagés dans le calme. Adrien, ayant renoncé au trône au profit d'une république naissante qu'il conseillait, passait ses journées à œuvrer pour la réforme, tandis qu'Alix consacrait son énergie à la fondation. Le soir, ils se retrouvaient, non pas comme des alliés stratégiques, mais comme deux amants qui se redécouvraient à chaque jour. Il n'y avait plus de portes fermées entre eux, plus de secrets gardés dans l'ombre. Leurs conversations étaient franches, leurs silences apaisants, leurs nuits remplies d'une tendresse qui avait guéri les cicatrices de leur passé tumultueux. Ils avaient appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans une couronne, mais dans la liberté d'aimer sans peur et de construire un foyer sur les fondations de la confiance. Les fantômes de leur histoire avaient été apprivoisés, leurs symboles de douleur transformés en souvenirs de leur victoire. La bibliothèque, où leur pacte avait été scellé, était devenue leur refuge, un lieu rempli non plus de secrets, mais de rires et de livres lus à voix haute. Les jardins du palais, autrefois un labyrinthe de peur, étaient maintenant un lieu de promenade dominicale, où ils se perdaient, main dans la main, anonymes et heureux. Pour leur premier anniversaire de mariage, Adrien ne lui offrit pas de diamants, mais un chêne qu'ils plantèrent ensemble dans le parc de la Fondation, un symbole de leur amour qui grandirait, fort et enraciné, pour les décennies à venir. Le contrat de mariage avait été brûlé dans la cheminée, ses cendres emportées par le vent, remplacées par de nouveaux vœux, murmurés non devant un archevêque, mais l'un à l'autre, sous un ciel étoilé, une promesse éternelle de protection, de respect et d'un amour né des cendres de la haine. Un soir d'automne, alors que la pluie tambourinait doucement contre les vitres de leur salon, Alix le trouva debout devant la fenêtre, le regard perdu sur les lumières de la ville. Elle s'approcha sans un bruit et l'enlaça par derrière, posant sa joue contre son dos. Il se retourna dans son étreinte, son visage autrefois un masque de marbre impénétrable, maintenant ouvert et vulnérable pour elle seule. Il caressa sa joue, son pouce traçant le chemin qu'une larme avait autrefois creusé. « Je me demande parfois, dit-il d'une voix basse, si j'aurais trouvé le courage de l'affronter sans vous. » Elle posa sa main sur la sienne, sur son cœur. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Adrien. Vous m'avez donné la justice, et je crois que je vous ai rendu votre cœur. » Il se pencha et l'embrassa, un baiser qui n'avait plus le goût du défi ou de la passion désespérée, mais celui de la certitude, de la sérénité et d'un bonheur profondément mérité. En le regardant, elle comprit la véritable nature de leur histoire. Le feu de la vengeance qu'il avait consumé ne s'était pas éteint, il s'était transformé. Il avait fondu la glace autour du cœur d'Adrien, et avait forgé entre eux un lien plus résistant que l'acier. Le chemin de la haine l'avait conduite dans les couloirs les plus sombres de l'âme humaine, mais c'est là, dans cette obscurité partagée, qu'elle avait trouvé la plus éclatante des lumières. Elle n'était plus la femme de chambre vengeresse, ni la princesse sacrifiée. Elle était Alix, une femme qui avait appris que le pardon était une arme plus puissante que la vengeance, et que le véritable amour pouvait naître des blessures les plus profondes. La haine l'avait mise en chemin, mais c'était l'amour qui, finalement, l'avait ramenée à la maison.